Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, la version essentielle de l'ActuTech en quelques minutes. Je vous rappelle que pour tous les sujets et toutes les discussions, c'était ce matin à 11h en live comme tous les jours et que vous pouvez retrouver le replay en bas dans la description juste après de passer par la touche je m'abonne et la touche je mets des petits pouces bleus et avant de mettre la touche je mets des commentaires sympas. Vous allez voir, on va discuter de plein de choses intéressantes aujourd'hui et on commence tout de suite avec du Qualcomm et du Windows. On apprend en fait bien que Qualcomm, le fameux concepteur américain de SoC ARM, avait un contrat d'exclusivité avec Microsoft pour être le seul à pouvoir produire des processeurs pour Windows on ARM. Alors, Windows on ARM, pour l'instant, c'est pas vraiment un succès, mais c'est un précédent qui fait un petit peu peur puisque la force de Windows, comme celle d'Android, c'est que contrairement à Apple, ils sont ouverts à tous les constructeurs et qu'on aimerait bien qu'évidemment, bientôt Windows on ARM, s'ils veulent vraiment percer, que tout le monde puisse produire des SoC pour cet OS. On pense notamment à Mediatek avec ses Dimensity, par exemple. Et là, on apprend qu'en fait, jusqu'à maintenant, il y avait un contrat d'exclusivité qui va bientôt se terminer depuis des nouvelles plutôt rassurantes, puisque Microsoft a un petit peu appelé tous les constructeurs à venir rejoindre Windows on ARM, donc une exclusivité temporaire, mais qu'on espère vraiment temporaire. On va passer maintenant du côté des écrans avec Samsung Display, et Samsung Display qui vient de lancer un nouveau label pour ses écrans qui s'appelle Flex, et ça va permettre à Samsung donc vraiment une société à part de Samsung Mobile, de créer une gamme plus compréhensible pour les gens, que ce soit leurs clients et les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? On aura 5 types d'écrans flexibles chez Samsung dans leur offre, avec notamment déjà des progrès technologiques en termes de fiabilité, puisqu'on va monter jusqu'à 200 000 pliages, donc ce qui correspond à 100 ouvertures et fermetures par jour pendant 5 ans, un rayon de courbure de 1,4 mm contre 5 mm actuellement. On aura peut-être enfin des téléphones beaucoup plus plats lorsqu'ils sont repliés, puis surtout entièrement repliés et pas avec un petit espace. Et puis on aura donc ces fameuses catégories. Donc vous avez le Flex Bar que vous connaissez déjà dans le Z Flip, ici, hop, voilà. Vous aurez le Flex Square que vous avez ici dans les Fold, évidemment. Vous aurez ensuite le Slidable Flex. Ce sont les téléphones déroulants qu'on a pu voir sur les prototypes de chez LG et Oppo, notamment sur leur prototype de téléphone. Et puis enfin, le Flex Note, qui lui sera dédié aux ordinateurs portables, donc un Flex qui sera peut-être beaucoup plus grand et qui servira peut-être de clavier, de trackpad en même temps qu'il sert d'écran. Enfin, maintenant, on sort des objets informatiques qui rentrent dans la télé. Vous aurez un dernier qui s'appellera le Rollable Flex et qui viendra concurrencer ce que fait LG avec leur télé déjà enroulable. Bref, on a hâte de voir ce que Samsung va faire, et ça nous confirme aussi que Samsung va faire des téléphones déroulants dans quelques mois peut-être. On a hâte de voir ce que ça donnera. On quitte maintenant le monde de l'électronique et des smartphones et on va passer au transport avec pas de voiture aujourd'hui, c'est étonnant, j'aurais pu vous en montrer, il faut regarder le live de ce matin, que du 2 roues et du une hélice. On commence avec le 2 roues avec la moto Nawa Racer, qui est une moto hybride avec une toute petite batterie de 9 kWh, mais une bonne autonomie de 300 km. Pourquoi ? Parce que c'est une moto hybride qui est aidée notamment de supercondensateurs de 0,1 kWh chacun, d'un système évidemment de récupération d'énergie au freinage et d'un poids très léger de 150 kg total. Le tout combiné permet d'avoir une moto qui n'a pas une batterie gigantesque mais une grande autonomie. Alors évidemment c'est un prototype et c'est ce que le constructeur aimerait atteindre à terme, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui un des trucs qui bloque les véhicules électriques et encore plus les 2 roues, c'est l'autonomie de ces derniers. Puis j'aurai l'occasion à la fin de cette émission de vous montrer nos derniers tests sur une trottinette à double batterie pour voir si on a un peu une meilleure autonomie. Pour l'instant, c'est très urbain, ça commence à être périurbain, mais ce ne sont pas encore des grandes rouleuses. De la même manière, on va passer à de l'aviation avec le Spirit of Innovation. Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'un prototype de moteur chez Rolls-Royce, parce que Rolls-Royce voudrait électrifier des moteurs d'avion. Il a volé et il a battu un record de vitesse, 623 km/h pour l'avion Spirit of Innovation, qui montre les progrès de Rolls-Royce là-dedans. Alors attention, l'autonomie, on parle d'un petit 30 minutes d'autonomie. C'est comme si vous étiez un drone et vous étiez embarqué dedans. Attention à ne pas essayer de traverser la Manche, par exemple. Ça reste des progrès en termes de vitesse. Et puis bientôt, on verra si des avions à hélice et puis des avions à réaction passeront eux aussi à l'électrique et qu'ils n'auront pas besoin de passer par une station de charge en plein air, sinon ça va être un petit peu compliqué.
On quitte les transports et on passe maintenant aux réseaux sociaux, aux plateformes, à la vie privée, à la politique, au hacking. On a un gros programme aujourd'hui dans cette condensée. On commence avec WhatsApp qui, je vous le rappelle, se tape un peu un bad buzz depuis le début de l'année et ces fameuses nouvelles conditions d'utilisation et de partage d'informations qui avaient été un peu imposées par Facebook. Et il y avait eu beaucoup de confusion autour. WhatsApp avait rétropédalé, tenté de rassurer les gens. Toujours pas clair. Ils se sont pris, je vous rappelle, une amende de 225 millions d'euros pour non-respect de la RGPD en septembre. Ils avaient jusqu'à la fin de l'année pour mettre à jour un petit peu toute leur transparence sur ce qu'ils prélèvent de vous lorsque vous utilisez ce service. C'est chose faite, mais attention, ça reste encore un peu flou, parce que je vous rappelle que WhatsApp et beaucoup de plateformes de chez Meta, tout ce qui est vie privée, on est dans le flou artistique. Et il confirme ne pas exploiter le contenu des conversations, bien sûr, mais pour tout le reste, il va évidemment le loguer et le transmettre peut-être à des régies et le monétiser, c'est-à-dire les noms des groupes de discussion, les participants, les photos de profil, les descriptions, entre autres. Et puis surtout, ce que rappelle très bien cet article, c'est que rien n'empêchera de récolter aussi d'autres informations tierces, comme l'heure de connexion, la fréquence des discussions, le modèle du téléphone, le niveau de batterie, le fuseau horaire, l'IP et des choses comme ça qui permettront en fait de recréer des profils et de récupérer des informations, on va dire, indirectement et de les deviner. Une technologie qui s'appelle le fingerprinting. Donc on verra si ça va rassurer les gens et si ça va un peu freiner l'exode vers des solutions comme Telegram ou comme Signal. Passons maintenant à Twitter. Twitter qui voudrait aider les membres de son programme Birdwatch. Qu'est-ce que c'est que le Birdwatch ? Eh bien, c'est un système collectif qui vous permet de faire du fact-checking sur des tweets et de peut-être dire si un tweet fait de la désinformation ou un tweet a des imprécisions. Le problème, c'est que le Birdwatch est un système qui n'est pas anonyme jusqu'à maintenant. Et donc, Twitter va permettre aux membres de devenir anonymes pour ne pas peut-être se faire harceler ou rentrer dans des petites galères. Attention cependant, puisque si vous êtes membre de ce programme, votre profil montrera toutes les contributions que vous avez pu donner au programme. Et ça évitera aussi que des trolls arrivent 100% anonymes pour essayer de foutre le bordel dans ce programme que je vais dire plein de bonnes intentions. On termine enfin avec les services et un truc très différent. On va passer chez Uber Eats. Et Uber Eats qui va vous permettre de commander du cannabis. Voilà. Oh, that's hot. That's hot. De la bœuf, de la marie-jeanne, vous appelez ça comme vous voulez, du THC, de la CBD, enfin plutôt du THC, dans un territoire qui évidemment est légal, c'est au Canada. Donc plusieurs évidemment nuances là-dessus. On va pouvoir commander du cannabis via Uber Eats au Canada, dans la province de l'Ontario seulement, dans la boutique unique qui s'appelle Tokyo Smoke, et c'est une commande et pas une livraison, puisque vous devrez aller retirer le produit en boutique. Alors évidemment, c'est beaucoup plus limité que ce que l'annonce laisse entrevoir au début, mais on imagine bien que c'est un premier pas dans la tentative ensuite de peut-être de faire de la livraison de cannabis. Et je peux vous dire que le service qui arrivera à être le premier et le plus dominant dans la livraison de cannabis à domicile, ils vont se mettre très très bien. Uber va se mettre très très bien là-dessus. On verra déjà si cette première expérience se passe plutôt bien et plutôt bien reçue par les clients, mais aussi les investisseurs et les médias. On continue et on va un petit peu plus au sud du Canada, on va aux États-Unis et on va notamment dans le Colorado, donc c'est dans le nord des États-Unis. Et cette femme, Tina Peters, qui est accusée d'avoir créé une fraude aux élections avec notamment les machines de vote électroniques au faveur de Donald Trump. Elle aurait coupé des caméras de surveillance pour essayer de changer les accès à ces machines en modifiant les mots de passe, en partageant les mots de passe. Il y a eu un raid littéralement du FBI chez elle qui est arrivé, selon elle, avec des béliers pour défoncer sa porte. Elle était en panique, la pauvre. FBI, open up! Mais elle est déjà retirée de toute forme de responsabilité politique dans son comté, dans sa commune, et elle risque de prendre très très cher. Je vous rappelle que Donald Trump et son parti appellent évidemment à un vol des élections et à un trucage des votes depuis des longs mois maintenant, mais que toutes les enquêtes ont montré qu'il n'y avait pas eu de trucage, ou alors le peu de trucage qui avait eu lieu plutôt en faveur de Donald Trump. C'est pas cette affaire de Tina Peters qui va arranger
ses affaires. On continue un petit peu avec tout ce qui est vie privée, hacking, etc., etc. Et on commence avec un malware qui s'est introduit dans plusieurs programmes sur Android. Attention, puisque déjà 1 millier de téléphones Android ont été retrouvés avec ce malware FunSpy qui est dans 23 applications et qui vous permet de récupérer à peu près tout ce que vous faites, c'est-à-dire voilà, toutes vos applications, vos logins, vos images, votre localisation, voler vos SMS, vos contacts de téléphone, faire des appels sans vous, envoyer des SMS sans vous, enregistrer de la vidéo, de l'audio, des photos sans vous, bref. Attention, c'est très dangereux. Je vous rappelle que Google essaie un petit peu de rendre un peu plus costaud le portail d'entrée sur son App Store. Attention aussi si vous êtes sur des App Store tiers. Mais renseignez-vous bien sur les applications que vous téléchargez sur Android. On passe du côté maintenant de iOS, mais aussi de macOS, qui ne sont pas non plus imperméables à des tentatives de hacking. Et on se rend compte que des personnes qui utilisaient macOS ou iOS et qui ont été sur des sites pro-démocratie Hong Kong ou sur des médias pro-démocratie Hong Kong, je vous rappelle qu'en ce moment, et depuis des années même maintenant, il y a des manifestations, une grosse opposition entre des organisations de Hong Kong et la Chine continentale, auquel Hong Kong est rétrocédé, vous aurez pu être infecté par des malwares et donc qui visaient toutes les personnes qui ont été sur ces sites internet et qui étaient sous les OS d'Apple. Donc ça ne touche pas nous spécialement en France, mais ça montre bien encore une fois qu'aucun OS, aucun écosystème n'est invulnérable ou imperméable à des hackers et qu'il faut faire très 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 attention. On reste dans la privée, ce coup-ci on part de Hong Kong. On voyage beaucoup dans cette émission. On part de Hong Kong à la Corée du Sud avec un gros scandale puisque plusieurs organisations civiles ont dénoncé le gouvernement sud-coréen, notamment le ministère de la Justice, qui aurait fourni à des entreprises des millions, des dizaines de millions d'images de ressortissants étrangers qui sont passés par le service des douanes sud-coréens. Je vous rappelle que lorsque vous arrivez notamment à la frontière de ce pays, comme dans beaucoup de pays, vous faites prendre en photo, on récupère vos empreintes digitales. On apprend que plus de 100 millions de photos de voyageurs ou de voyageuses étrangères en transit ou en voyage en Corée du Sud ont été récupérées par le gouvernement. Ça, ça se passe dans d'autres gouvernements, même en France, mais qui ont été fournies sans que l'on sache à quel but exactement à des entreprises privées spécialisées dans la reconnaissance faciale. On verra la suite de cette affaire, mais qui est une affaire de grande ampleur et qui est en train de secouer un peu beaucoup de politiques en Corée du Sud. Donc c'est compliqué en ce moment, tout ce qui est anonymat et tout. Et je vous rappelle que c'est encore moins gagné que ça, même si vous allez à un concert, puisque une pétition vient de se lancer, un mouvement vient de se lancer pour la salle Red Rocks, une salle très très connue, qui utilise désormais un système de scan de vos empreintes digitales pour rentrer dans la salle, accéder à la salle. Selon Red Rocks, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir un ticket que l'on peut perdre, que l'on peut pirater, que sais-je encore. Le problème, c'est que cette solution qu'ils annoncent comme plus pratique est aussi opérée par Amazon et que pour beaucoup d'organisations et beaucoup d'artistes, dont Tom Morello du groupe Rage Against the Machine, on sait à quel point Amazon peut déborder. Amazon travaille notamment avec des services et des autorités américaines. Et sous couvert de plus de praticité, donc pas de passe mais juste vos mains, il y a beaucoup de signataires qui demandent à retirer cette solution d'Amazon, de Red Rocks, mais aussi de festivals et de lieux de rassemblement. Je ne sais pas si ça va être gagné, c'est compliqué. Je vous rappelle que le mois dernier, ou il y a quelques semaines, on parlait notamment d'écoles au Royaume-Uni qui avaient introduit un système de reconnaissance faciale des élèves à la cantine, au lieu du badge, parce qu'ils trouvaient que c'était plus simple de scanner le visage de millions d'enfants plutôt que de passer leur carte. Ouais, on est d'accord. On enchaîne maintenant avec plusieurs bonhommes, avec certains des bonnes nouvelles et d'autres des moins bonnes nouvelles. On commence avec un bonhomme avec des mauvaises nouvelles. C'est évidemment Bobby Kotick, le PDG tout-puissant de Activision Blizzard King, qui est poussé à la démission par des employés, par le boss de PlayStation, par le boss de Xbox, par plusieurs médias, par la communauté, bref, suite aux nombreux scandales qui ont éclaboussé sa société et puis aux scandales qui sont directement liés à lui. Selon le Wall Street Journal qui avait sorti l'enquête initiale, il se serait adressé à ses partenaires et à du top management en expliquant qu'il était vraiment honteux de ce qui avait pu se passer, le pauvre, mais qu'il ne comptait pas démissionner et qu'il envisagerait de démissionner s'il trouvait lui-même qu'il n'avait pas assez vite et assez bien agi dans les prochaines semaines pour régler toutes ses affaires. Bref, en gros, si Bobby Kotick n'a pas viré Bobby Kotick pourrait envisager de démissionner. C'est clair ou c'est pas clair ? Oui, c'est clair que c'est l'embrouille.
On passe à un autre ponte du jeu vidéo, mais pour une affaire très différente et plutôt pour des meilleures nouvelles. Si vous êtes fan de Hideo Kojima, le célèbre producteur, game designer, superstar et philosophe du jeu vidéo, eh bien, après le succès de Death Stranding, a lancé ce que tout le monde attendait. C'est enfin une division film, télé et musique pour Kojima Productions. Elle sera pilotée par Riley Russell, qui est un ancien de chez PlayStation, un vétéran de chez PlayStation, pour enfin explorer ces territoires qu'en fait Hideo Kojima explore allègrement sous couvert de faire des jeux vidéo. Je vous laisserai dans les commentaires évidemment me dire avec beaucoup de sagesse si vous aimez ou pas les productions d'Hideo Kojima, ou si c'est des fois overhypé ou peut-être sous-estimé, je ne sais pas. Mais on aura enfin ce que Hideo Kojima voulait faire depuis le début, c'est-à-dire peut-être des films et des séries télé. De l'autre côté, on passe maintenant à un réalisateur qui est déjà dans les films et séries télé depuis un petit bout de temps. C'est Ridley Scott qui vient d'annoncer le développement d'une série télé autour de Blade Runner et qui confirme également qu'une série télé autour de l'univers d'Alien, elle, est déjà bien avancée. 2 séries télé qui vont durer environ une dizaine d'heures. Je vous laisserai aussi me dire dans les commentaires si vous avez aimé les dernières œuvres de Ridley Scott, notamment autour de Alien avec, je vous rappelle, Covenant et Prometheus. Je ne vous donnerai pas mon avis. Voilà. Est-ce qu'une série télé sera une bonne nouvelle ? Est-ce qu'il sera vraiment lourdement impliqué dedans ou pas ? Je ne sais pas. À voir. Côté cinéma aussi, les sœurs Wachowski continuent à communiquer autour de Matrix. Et voici l'affiche officielle de Matrix Résurrection après les premiers teasers auto-générés qu'on a pu voir il y a quelques semaines. Je vous dirais juste qu'une personne très jeune avec qui j'ai discuté de cette affiche a cru que c'était une affiche de Cyberpunk 2077. Comme quoi, la boucle est bouclée. On termine enfin cette condensée avec un dernier point, un point de contention entre le Parti Pirate et BFM TV. BFM TV qui a produit il y a quelques jours le débat pour la primaire à la présidentielle pour le Parti des Républicains. Donc le parti de droite qui réunissait tous les candidats à ces primaires pour voir quel allait être leur champion pour aller en 2022 se présenter aux élections présidentielles. Un débat qui a été rediffusé et commenté par le Parti Pirate sur sa chaîne Twitch. Immédiatement, BFM TV s'est saisi de l'affaire et a demandé un strike. Twitch a suivi BFM TV là-dessus et le Parti Pirate a perdu pendant 48 heures sa chaîne Twitch. Alors, est-ce que un programme privé peut être restreamé ou pas sans autorisation ? Il y a un point. Est-ce qu'un programme qui relève du débat public peut être restreamé par toute personne qui le veut? Il y a peut-être un autre débat. Mais à la fin, pour l'instant, BFM 1, Parti Pirate 0, l'affaire ne sera pas finie. Et elle va faire jurisprudence, notamment lorsque les débats publics vont se multiplier à l'aube des élections de 2022 et que beaucoup de personnes vont vouloir les restreamer. Je vous rappelle que Hugo Décrypte avait lui-même été banni de sa chaîne pour ce genre d'histoire. Compliqué. Je ne sais pas où on se place là-dessus. Bon, je vous laisse aussi me donner votre avis, si vous êtes plutôt Team Parti Pirate ou Team Parti BFM. C'est la fin de cette condensée. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup de tests sur le numérique ces derniers jours. Je les passe très rapidement. On a amélioré notre comparatif d'ordinateurs avec des nouveaux benches, des nouveaux logiciels, le ray tracing qui rentre dans la notation, la réparabilité qui rentre dans la notation, les Mac avec des puces M1 qui rentrent aussi dans le groupe de tests, et donc on a trouvé des logiciels communs aux divers écosystèmes, et puis une différenciation des tests de desktop et de laptop. Voilà. On a testé la Ninja Foodie Mini. Donc si vous ne l'avez pas vu hier lors de notre live spécial friteuse, je vous invite à aller voir sur notre chaîne Twitch. Le replay, elle est en test chez nous, elle prend 4 étoiles. On a testé aussi un aspirateur de la marque Shark, le WV362 EUT OneVac. C'est compliqué. Également la télé LG 55A1, une télé, attention, de chez LG, donc avec une très bonne dalle, qui commence à un tarif plancher de 800 €. Quels sont les sacrifices pour avoir une télé à 800 €? Je vais vous faire le spoil de ce test, je vous invite à le voir entièrement. À part la prise HDMI 2.1, elle perd pas grand chose et donc elle peut être très intéressante. Autre test, le Realme GT Neo 2, c'est bon, je vous jure, qui prend 4 étoiles selon Henri. Parce qu'encore une fois, pour un tarif plancher de 460 €, vous avez la max en termes de perf et de spécifications, mais on commence à avoir beaucoup de téléphones Android calés dans ce segment. On passe vite à de l'audio avec des tests des intra-auriculaires Neural True, plus traditionnel que le casque smartphone qu'avait lancé la marque il y a quelques temps. Le casque aussi Bluetooth de chez Sony, le WH-XB910N, qui, attention, il faut aimer les graves et les basses, sinon vous allez souffrir. Voilà. Objet connecté, test enfin de l'Apple Watch Series 7 par Kevin Yo. On est content qu'elle arrive. Je vous spoil, ça change pas grand chose, mais l'écran est plus grand et plus efficace. Je vous spoil aussi, si vous voulez une montre avec un meilleur rapport qualité-prix, je pense que les Watch Series 5 et Series 6 vont très bien se placer d'ici
les fêtes de fin d'année par rapport à la 7. On a testé aussi la batterie, les doubles batteries de la trottinette Aike, parce que c'est une trottinette XXL qui détient 2 batteries. L'autonomie n'est pas si folle que ça. Je vous laisse aller voir les chiffres qu'on a mesurés. Et enfin, le plus important dans nos tests, puisque c'est bien joli de tester des smartphones, des montres, des appareils photo, des voitures, des robots cuiseurs, des aspirateurs, etc. Mais il fallait aussi tester des conteuses d'enfants, d'histoires pour enfants. Et Fabien s'est lancé dans le bain avec notamment la Merlin de chez La Chouette Radio, Ma Fabrique à Histoire de chez Luni et la Bouquinou de chez Pimeli, qui ont été testés. Voilà. Ergonomie, autonomie, solidité, nombre d'histoires et banques, on va dire, de contenu. Le tout pour évidemment que vos enfants puissent avoir autant de belles histoires qu'ils le veulent, même quand vous n'en pouvez plus et que vous commencez à ronfler juste après avoir dit « Il était une fois dans un royaume ». Vous connaissez, si vous êtes parents, vous connaissez, vous savez de quoi je veux parler. Sur ce, je vous laisse avec évidemment plein de vidéos YouTube sur notre chaîne YouTube. On se retrouve demain en live spécial avec mes collègues journalistes qui vont prendre le relais pendant 2 jours sur la quotidienne. Et nous on se retrouvera vendredi. À très vite. Je vous laisse lire de très belles histoires. Ciao.